Il y a quelques sujets sur lesquels l'humanité se disputera toujours. L'ananas sur la pizza, le meilleur type de frites, et Coca-Cola ou Pepsi. Mais cette rivalité saute tout un chapitre de l'histoire des sodas. Bien avant les guerres du cola, une boisson rose vif faisait son apparition sur la côte caraïbe de la Colombie, et elle existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de Cola Roman, le plus vieux cola du monde. Mais avant de plonger dans l'histoire de ce soda colombien légendaire, abonnez-vous et activez la cloche. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quelles autres boissons vous aimeriez découvrir. D'accord, allons-y. Le cola donne l'impression d'être une de ces inventions qui ont toujours existé, comme la roue, ou cette sensation que tout empire lentement. Le soda est en fait une obsession assez récente, et la chronologie devient plus fascinante à mesure qu'on remonte dans le temps. Les premières boissons gazeuses étaient comme des expériences médicales devenues populaires par accident. Pour comprendre pourquoi Coloroman est un tel sujet de fierté, il faut connaître le paysage des sodas qui l'a précédé. Prenez par exemple la Barq's Root Beer. Elle remonte à 1898, ce qui est assez ancien pour qu'on ait l'impression qu'elle devrait être accompagnée d'un filtre sépia gratuit. Mais elle reste plus jeune que les grands colas qui allaient quant au conquérir la planète. Pepsi a été créée en 1893, une boisson qui a commencé comme une expérience de pharmacie et qui a fini par devenir un exercice de branding, tellement grande qu'elle n'a presque pas besoin de boire. Coca-Cola est arrivé en 1886 et il est difficile de surestimer à quel point cette boisson a reconfiguré le monde moderne. Si des extraterrestres arrivaient et demandèrent une preuve de notre civilisation, il est probable qu'on leur montrerait un logo Coca-Cola plutôt que nos gouvernements. Il y a aussi le Dr Pepper qui remonte à 1885, une boisson qui a le goût d'un mélange de soda à la cerise, de root beer et d'une boutique d'antiquités hantée. La Moxie, soda créée en 1885, est adorée par les habitants de la Nouvelle-Angleterre, tandis que les autres la connaissent surtout de nom. Et à partir de la fin des années 1800, on commence à voir des sodas apparaître à l'international, donnant l'impression que la carbonatation se répandait dans le monde entier comme une contagion sociale. La Fioravanti d'Équateur remonte à 1878. La Root Beer de Heyer date de 1876. Le Ginger Ale de Berners remonte à 1866. Mais si vous voulez vraiment parler du plus vieux soda, il faut parler de Schweppes. Schweppes a commencé en 1783, ce qui est tellement ancien que ça en devient presque agressivement britannique. Mais pendant la majeure partie de cette première période, Schweppes ne vendait pas de soda au sens moderne, c'était de l'eau minérale gazeuse. Ce n'est qu'en 1870 que Schweppes a commencé à produire du Ginger Ale, le genre de soda que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là que le débat commence. Si vous considérez l'eau minérale gazeuse comme un soda, alors oui, Schweppes est le roi ancestral. Si vous parlez d'une boisson gazeuse sucrée achetée pour le plaisir, la chronologie change vite. Dans cette discussion, Coloroman devient un prétendant, non seulement comme boisson ancienne, mais aussi comme boisson historique. Parce que selon les sources que vous consultez, Cola Roman remonte à 1865, ce qui signifie qu'elle précède Coca-Cola de plus de 20 ans, même en tenant compte de Schweppes, elle garde le titre de plus ancien cola au monde. Ce soda date de la révolution industrielle, c'est vraiment ancien. Vos arrière-grands-parents auraient pu en débattre à l'époque, c'est vieux. Et oui, nous allons en parler comme d'un artefact perdu, car honnêtement, c'en est un. Coloroman a une histoire d'origine avec tellement de rebondissements qu'on dirait un feuilleton télévisé. Tout commence par un naufrage, une pharmacie et un homme dont le nom semble fait pour fonder une dynastie, pas une marque de soda. L'histoire raconte qu'un immigrant espagnol nommé Manuel Roman et Picon a survécu à un naufrage et s'est finalement installé à Carthagène, en Colombie, où il a ouvert une pharmacie appelée Botica Roman. C'est l'un de ces moments où l'histoire te rappelle que les pharmacies étaient autrefois le berceau de tout. Amusant. Parce qu'au 19e siècle, si tu appelais ça un tonique fortifiant, tu pouvais en gros inventer ce que tu voulais, tant que tu pouvais le vendre avec assurance. La famille Roman a d'abord testé plusieurs boissons sans vraiment réussir à en trouver une qui marche. C'était la période expérimentale où tu apprends en faisant et parfois en prouvant qu'une mauvaise idée était en fait vraiment mauvaise. Finalement, selon des récits ultérieurs, le fils de Manuel, Enrique Pio Roman, travaillant aux côtés du chimiste Luis Carrillo, a contribué à perfectionner une version de la boisson que les gens appréciaient vraiment. À ce moment, Coloroman devient un vrai produit, plus seulement une expérience familiale. Selon certaines sources, il existe des désaccords sur Colo. L'année exacte de naissance de Coloroman fait débat, mais 1865 est la date la plus acceptée, et la marque la revendique fièrement aujourd'hui.
Ce qui est aussi fascinant, c'est que Coloroman ne cherchait pas forcément à être un cola au sens moderne du terme dès le début. Certaines sources suggèrent que son profil initial était plus proche d'un cola champagne, qui fait partie de ces catégories de soda. Ça ressemble à une boisson sophistiquée pour adultes, jusqu'à ce qu'on se rappelle que c'est essentiellement de l'eau sucrée avec de l'ambition. Alors qu'est-ce que le cola champagne? Ce n'est pas alcoolisé et ce n'est pas vraiment fait à partir de champagne. C'est un type de soda qui a tendance à être sucré et aromatique, souvent avec des notes de vanille, de caramel et une touche fruitée. C'est généralement ainsi que les gens décrivent la saveur de Coloroman. Et puis, il y a ce qui rend vraiment Coloroman impossible à confondre avec autre chose. La couleur pour laquelle ce soda est célèbre, c'est le rose. Pas un peu rosé, pas légèrement teinté. On parle de... Cette boisson, rose vif, ressemble à une tenue de quinceañera, la rendant l'un des sodas les plus frappants visuellement au monde. Elle ne se cache pas et ne tente pas de se fondre dans la masse, s'affichant comme Elle Woods entrant dans une salle d'audience. Et plus on regarde Coloroman comme un objet culturel, plus on se rend compte que ce n'est pas juste une boisson. C'est un marqueur d'identité régionale, particulièrement lié à la côte caraïbe de la Colombie. Ce n'est pas seulement quelque chose que les gens boivent, c'est quelque chose qu'ils revendiquent. Inventer un soda au milieu du 19e siècle, c'est créer une catégorie de produits que la plupart des gens ne comprennent pas. Cependant, en 1865, si vous offriez une boisson pétillante rose vif à quelqu'un, il y a de bonnes chances qu'il ne pense pas « miam », mais plutôt « c'est un médicament, non ?» ou même « suis-je maudit ?» Au début, un Coloroman n'était pas un phénomène national instantané, en partie parce que le soda lui-même n'était pas quelque chose de normal ou d'ordinaire. Même après l'apparition de la boisson, la formule a apparemment évolué avec le temps. Après de nombreuses modifications familiales, Coloroman est devenu le soda sucré à la vanille et à la couleur caractéristique que l'on connaît aujourd'hui. Et selon l'histoire, avec le temps, le sirop a été ajusté de manière à fixer cette apparence rose emblématique et son identité gustative. Au début du XXe siècle, Coloroman est à nouveau réinventé d'une manière qui le rapproche encore plus du produit moderne que les gens connaissent aujourd'hui. Et dans les années 1930, il s'est imposé comme une boisson de niche avec un noyau fidèle d'adeptes le long de la côte colombienne. Coloroman n'a pas seulement survécu, il a perduré bien plus longtemps que la plupart des premières sodas n'ont jamais réussi à le faire. C'est d'autant plus impressionnant quand on s'en souvient. Coca-Cola est entré sur le marché colombien en 1927, un moment qui marque généralement le début de la fin pour les boissons gazeuses locales. Lorsque Coca-Cola est apparu pour la première fois en 1886, ce n'était pas tout de suite un empire, c'était l'une des nombreuses boissons vendues en pharmacie qui se disputèrent une place dans un paysage de sodas encombré et chaotique. Mais dans les décennies suivantes, Coca a accompli ce que la plupart des premières boissons gazeuses n'ont jamais réussi. Elle a prospéré grâce à une publicité agressive, une image de marque uniforme et un système d'embouteillage qui lui a permis de se diffuser rapidement. Sans être produite de manière centralisée, Coca-Cola est devenue moins une boisson qu'une véritable infrastructure. Au début du XXe siècle, Coca ne vendait pas seulement du soda, elle vendait la familiarité. Le même logo, le même goût, la même promesse, peu importe où vous étiez. Cette cohérence lui a donné une puissance incroyable lorsqu'elle s'est développée au-delà des États-Unis et sur les marchés internationaux. Lorsque Coca-Cola est arrivée en Colombie en 1927, elle avait déjà de l'élan, des ressources et une stratégie éprouvée pour surpasser les boissons locales préférées. Partout où Coca-Cola s'installe, elle écrase souvent la concurrence. Des marques disparaissent, les marques régionales les plus appréciées sont absorbées, rebaptisées ou discrètement effacées. Mais cela n'a pas été le cas ici. Coloroman était resté assez populaire pour que les gens parlent encore du déséquilibre de la situation. Y compris une statistique célèbre qui circule, selon laquelle pour chaque 7 Coloroman achetés, une seule Coca-Cola était vendue. Est-ce scientifiquement vérifié ? Presque certainement pas, mais ce n'est pas le genre de chiffre destiné à être vérifié, c'est le genre de chiffre qui existe pour illustrer un propos. Car cette histoire montre que Coloroman n'a jamais été juste une boisson sucrée. C'était un marqueur d'appartenance, une source de fierté, une façon de dire « ce n'est pas votre soda, c'est le nôtre ». Coloroman fait désormais partie intégrante de la vie colombienne, bien au-delà de le simple fait de la boire bien fraîche, notamment dans les recettes et traditions des Caraïbes. Les gens l'utilisent dans des desserts, remèdes maison et plats locaux. Cela montre qu'une boisson a cessé d'être un simple produit pour entrer dans la culture, devenant aussi une formidable machine à fabriquer de l'image de marque. Le nom lui-même a une sorte d'assurance impériale. Coloroman sonne comme si elle devait avoir son propre drapeau, et quand on voit la bouteille ou la canette, elle porte cette aura historique. Produit existant depuis si longtemps qu'il ne suit plus les tendances, il les a déjà toutes dépassées. Oui, il y a aussi le baseball.
Parce que si vous voulez une preuve qu'une marque a des racines profondes quelque part, regardez ce qu'elle parraine. Colo. Roman a parrainé des équipes dans la Ligue professionnelle de baseball colombienne, y compris une équipe basée à Carthagène qui a remporté un championnat lors de la saison 1956-57. Et plus tard, le parrainage a été lié aux Vaqueros de Montería dans les années 1990. C'est ce genre de détail qui fait que la marque ressemble moins à un soda et plus à une institution civique. Mais le rebondissement commercial le plus fascinant survient plus tard, lorsque Colo Roman entretient une relation avec Coca-Cola. C'est comme voir un groupe indépendant, rose vif et pétillant, se faire racheter par une grande maison de disques. Dans les années 1970, Colo Roman aurait fusionné avec les activités d'embouteillage de Coca-Cola en Colombie, ce qui a conduit à un arrangement compliqué, où elle fait partie d'un plus grand écosystème d'entreprises, tout en conservant son propre nom emblématique. Puis, en 1982, Coca-Cola conclut un accord de licence qui permet à la multinationale de produire la boisson à condition que le nom reste inchangé pendant 15 ans. C'est une clause très spécifique qui dit en gros « on sait que vous allez tenter quelque chose de louche, n'est-ce pas ?» Coca-Cola a également tenté d'étendre la présence de Colo Roman dans des régions où elle était moins connue, comme Bogota. Ce qui est si fascinant, car cela suggère que Coca-Cola voyait de la valeur dans cette boisson, mais ne comprenait pas totalement que sa force venait du fait qu'elle était régionale et appréciée localement, et non universelle et destinée au grand public. La magie de Colo Roman, c'est sa dimension locale, son lien à Carthagène, à l'identité côtière et à la mémoire culturelle. Et on ne peut pas simplement reproduire cela en vendant plus d'unités, ce qui nous amène à l'époque moderne, où Colo Roman continue de faire la chose la plus impressionnante qu'une vieille marque puisse accomplir. Elle perdure. Si l'histoire de Colo Roman nous apprend quelque chose, c'est bien la durabilité. Cette boisson a survécu assez longtemps pour voir disparaître des empires de boissons à la mode, et pourtant, elle reste un produit vivant, pas seulement un objet poussiéreux de musée. En 2013, Coca-Cola FEMSA a relancé Colo Roman, apparemment dans le but de l'amener à un plus large public grâce à un nouvel emballage. L'idée était de rafraîchir l'image sans changer l'essence, ce qui est une démarche classique lorsqu'on a affaire à un produit emblématique. Moderniser l'apparence sans toucher à l'âme. Et puisque Coca-Cola FEMSA est lié à la production et à la distribution, la relance devient l'un de ces moments où un géant mondial des boissons agit essentiellement comme le gardien d'une icône locale. Selon les reportages, une partie de cette relance impliquait que Colo Roman apparaisse dans de nouveaux formats, y compris des mini-cannes dans des endroits comme le Costa Rica, pour présenter Colo Roman à de nouveaux consommateurs de façon moderne et pratique. Coca-Cola FEMSA précise que seule l'image change, le produit reste identique. Le message était, en gros, que c'est toujours la même boisson, simplement avec une apparence renouvelée, destinée à s'adapter au moment de la vie moderne, avec un langage de marque qui met en avant l'idée de profiter à la manière romaine. C'est une expression amusante qui donne l'impression d'être initié à une société secrète dont le mot de passe serait soda à la vanille. Mais ce qui compte, c'est que la recette est souvent décrite comme étant restée inchangée depuis les années 1930. Ce qui, en termes de soda, revient à dire que vous avez trouvé la version parfaite de vous-même et que vous n'avez jamais eu besoin de vous réinventer. Et cela soulève une question plus importante. Pourquoi Colo Roman n'est-il pas devenu mondialement célèbre comme Coca-Cola ? Parce que si cette boisson soit plus ancienne que Coca, emblématique, avec une saveur et couleur unique, on pourrait croire qu'elle serait omniprésente. Et la réponse est probablement la même que pour certaines spécialités locales qui restent locales. Tout n'a pas besoin de devenir universel. Certaines choses sont puissantes car liées à un lieu et une identité spécifique. Colo Roman ne rivalise pas seulement avec d'autres sodas, il le fait aussi avec les souvenirs. Si vous avez goûté une boisson régionale appréciée, vous connaissez ce sentiment. Ce n'est pas juste quelque chose à siroter, c'est quelque chose qui a le goût de chez vous. Donc l'avenir de Colo Roman n'est probablement pas de devenir le prochain Coca. L'avenir, c'est plutôt qu'il survive, que son emballage évolue et qu'il reste d'un rose éclatant. Rappelons que l'histoire du soda n'a pas débuté à Atlanta, mais ailleurs. Quelqu'un a eu l'idée de mêler saveur, science et chaos dans une bouteille. À Carthagène, en Colombie, ils ont fait cela des décennies avant que quiconque ne fasse du cola une religion mondiale. As-tu déjà goûté au Cola Roman ? Si tu l'as goûté, est-ce à la hauteur de sa légende ou ça a juste le goût du plus vieux soda du monde ? Est-ce que ça déjoue tes attentes ? Dis-le nous en commentaire. Profitant pour regarder aussi d'autres vidéos de Weird History Food.